Écho, c'est votre émission. Joël, hein, ici, les débats continuent même après la pause avec le doyen Joël Kadé Ndaga, lui qui est journaliste, analyste et politique. Il est là avec nous. Également de l'autre côté, Monsieur Manix Iyenda, porte-parole du LGD, parti cher l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Les dossiers où la première thématique ou le sujet principal, le régime Tshisekedi, face aux défis à relever, on a parlé de l'état des droits, où en sommes-nous? Alors, parce qu'on est encore là, avant d'aborder la deuxième question sur la situation de l'Est, M. Manix Iyenda, c'est votre tour de parler. Alors, ici derrière moi, vous voyez, il y a l'ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kalouba. À son temps, il avait dit la Cour constitutionnelle était incapable à juger l'ancien Premier ministre. Aujourd'hui, la nouvelle Cour pense être prête ou capable à juger Matata Ponyo volte-face de la Cour constitutionnelle? C'est ça même l'état de droit, okay, et non un état de droit. Alors, je reviendrai avec ample détail pour répondre à cette question que je considère comme une question plus importante pour ces débats d'aujourd'hui. Mais permettez-moi quand même de balayer quelques éléments que j'ai entendus. Okay. J'ai remarqué que mon co-débatteur n'a pas voulu, ou carrément, il a eu des difficultés à répondre à votre question. Quand vous lui avez posé la question d'opposer aux actions de Matata telles qu'elles présentées par son représentant sur ce plateau par rapport à ce que Tshisekedi a fait. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait de mieux que Matata avec Joseph Kabila ont fait hier? Il n'a pas répondu à cette question. Et de deux, je voudrais dire à mon co-débatteur, ce que je dis ne sont pas de gros mots. Le gros mot, ce sont des insanités. On dit plutôt des grands mots. Je ne dis pas des insanités sur le plateau, à moins que je me trompe. Encore que mon co-débatteur me demande de lui citer ne serait-ce qu'une école construite par Matata dans le cadre de programme de construction des 1000 écoles. Déjà que j'informe, dans le lot de 1000 écoles, Matata a construit, c'est-à-dire des écoles finies et inaugurées, plus de 782 écoles. 782 écoles. Les restes des écoles sont restés inachevés, effectivement, pour des raisons techniques, parce qu'il y a eu des territoires qui posaient problème en termes de main-d'œuvre, en termes de transport de matériel et ainsi de suite. Alors, parce qu'il me demande de ne citer qu'une seule école, je cite une école, ici à Kinshasa. Et il peut même aller vérifier. Je prends la commune de Selembao et je donne même des références. Vous allez vers Rond-Point Ngaba, vous dépassez, vous prenez la direction qui mène vers Mongafula, l'arrêt armé. Vous descendez dans l'arrêt armé, vous prenez l'avenue qu'on appelle l'avenue de l'école. Là, au coin, il y a un terrain de football. En diagonale de l'avenue Libération, il y a une complexe scolaire qu'on appelle ILES, construite par l'œuvre de Matata dans le cadre de ce programme 100 jours. J'ai donné des adresses et des indications quant à mon co-débatteur d'aller vérifier. Quand je reviens sur ce dossier des Matata, vous savez, j'ai l'impression qu'on commence maintenant à prendre le Congolais comme des moutons de panurge. Comment ça? Les gens commencent à désacraliser l'État congolais. Nous disons tout le temps que c'est la justice qui élève la nation. C'est-à-dire l'injustice descend la nation. Je serai beaucoup plus pratique, hein, et je suis très content d'être en face d'un juriste. Et je voudrais qu'on fasse un débat de droit. Un débat des principes, un débat des théories et un débat des textes. Je prends la première dimension du dossier. Là, je ne suis qu'au niveau de la Cour de cassation. La Cour de cassation fait une surséance à statuer pour renvoi à la Cour constitutionnelle pour lui interpréter l'article 164 de la Constitution. Et la Cour de cassation s'appuie sur la teneur de l'article 162 qui évoque même le principe de l'exception d'inconstitutionnalité. Conséquence logique, dans la démarche de la Cour de cassation, se dégagent deux principes en droit.
Le premier principe, c'est celui de l'exception d'inconstitutionnalité. Et le deuxième principe, c'est celui de l'interprétation de la Constitution. Je commence par l'exception d'inconstitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité est un contrôle de constitutionnalité a posteriori. Ce sont des mécanismes de contrôle prévus dans le droit constitutionnel congolais pour protéger la Constitution eu égard au reste de loi, autant pour le règlement d'ordre intérieur. Et d'ailleurs, la Constitution parle aussi des règlements intérieurs des assemblées, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. Et par rapport au contrôle de constitutionnalité, nous en avons deux types. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité a priori, qui s'est fait sur les lois organiques, c'est-à-dire avant que ce loi-là soit promulguée, soit publiée dans le journal officiel. Ces lois sont censées être frappées par un contrôle de conformité constitutionnelle par le juge de la Cour constitutionnelle. Le deuxième contrôle, c'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est le contrôle de constitutionnalité a posteriori, c'est-à-dire c'est un contrôle qui s'est fait après. Et ce contrôle se fait justement sur les lois ordinaires. Ici, j'établis la différence entre les lois organiques, des lois qui organisent les institutions, et les lois ordinaires, des lois qui traitent sur les matières de droit. C'est-à-dire, une loi ordinaire peut passer, peut être publiée par le journal officiel et être appliquée sans pour autant être conforme à la Constitution. Je vous donne deux faits. Le cas de l'ancien code pénal, disons code de la famille congolais. Dans l'ancien code de la famille, c'était prévu que la femme mariée soit assimilée dans la catégorie des personnes incapables. L'enfant mineur, les démons, faibles d'esprit et aliénés mentaux. Ce qui voudrait dire que la femme mariée est incapable et donc par conséquent, elle ne peut pas rester en justice. Alors que dans la constitution de notre pays, on parle, l'article 12, on parle du principe de l'égalité entre l'homme et la femme devant les instances judiciaires. Et donc, lorsque on se retrouve dans un litige et qu'une partie évoque le principe de l'autorisation maritale, c'est-à-dire avant que la femme puisse rester en justice, elle doit avoir une autorisation de son mari, l'autre partie peut évoquer les principes constitutionnels sur l'égalité entre l'homme et la femme. L'effet pour cette partie-là d'opposer à la loi non conforme à la Constitution la teneur d'un dispositif constitutionnel, c'est ça ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire, la loi passe tout en étant irrégulière, inconstitutionnelle, mais on trouve un moyen, un contour lors d'un procès pour barrer la route à cette loi afin de promouvoir la primauté de la Constitution. Encore que l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée par les parties au procès. D'où la question. Qui était cette partie entre Matata, Kitebi, Grobler, qui avait soulevé cette exception d'inconstitutionnalité dans le procès? La deuxième démarche, la Cour de cassation demande à la Cour constitutionnelle de lui interpréter l'article 164 qui contient les deux citations. Je cite, dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Pour la Cour de cassation, ne comprenant pas la portée de cette citation, elle demande l'interprétation de la Cour constitutionnelle. La Cour habilitée à interpréter la Constitution. En matière de recours pour interprétation de la Constitution, la Constitution reconnaît à une catégorie de personnes le droit de saisir la Cour pour cette matière-là. La Constitution parle 1. Du président de la République, 2. Président de l'Assemblée nationale, 3. Président du Sénat, 4. Le 1/10 de chacune des chambres parlementaires, 5. Le gouverneur de province et enfin 6. Les présidents des assemblées provinciales. Et là, la Constitution n'a pas cité le juge de la Cour de cassation. D'où la question. D'où tire le fondement juridique de ce juge pour amorcer une telle démarche constitutionnelle? Ça, c'est la deuxième irrégularité. Encore qu'en droit, on dit que la compétence judiciaire est d'attribution. Cela voudrait dire, avant qu'un juge puisse agir dans une matière de droit donnée, il doit avoir la permission de texte, la permission de la loi, la permission juridique. Au cas contraire, ce serait de l'anarchie juridique.
Et puis de deux, le dossier Chité. est arrivé. Les dossiers, non, ça c'est un débat technique. Chité. Ici, je ne fais pas un débat avec un journaliste. Ok. Ou encore le membre de l'UDPS ou de l'Union Sacrée. Ici, j'ai fait un débat avec un juriste. Quelqu'un qui a été sur le banc de l'école pour apprendre l'intelligence de droit. Le temps. Et donc, pour ça, je me sentirai à l'aise de faire un débat technique. Ok. Alors, le dossier arrive au niveau de la Cour constitutionnelle. Ironie du sort, la Cour rejette la requête de la Cour de cassation. Encore chose grave, après avoir rejeté la requête de la Cour de cassation, la Cour s'est saisie, s'auto-saisie d'office. D'où la question, est-ce que maître en face peut me donner les mécanismes juridiques prévus en droit pour que la Cour constitutionnelle s'auto-saisisse d'office afin de juger quelqu'un alors qu'il y a même un arrêt déjà pendant de la même Cour ayant les effets exécutoires à l'égard de tous. Deuxième question, qu'est-ce qu'on ferait alors de cet arrêt Kalouba qui a été déjà rendu et ayant les effets exécutoires à l'égard de tous? Merci pour je toutes ces finis par questions. cet élément. 5 Non, secondes. je finis par cet élément, c'est très 5 important. secondes, Chité. Nos amis, pour justifier la catastrophe judiciaire, pour justifier les coups d'État constitutionnels, pour justifier ces monstres juridiques entretenus par le nouveau juge de la Cour de cassation, ils parlent des revirements jurisprudentiels. Je voudrais que cette émission soit pédagogique. Ok. Sur le plan de la Cour constitutionnelle, il n'y a que 3 mécanismes pour que le juge de la Cour revienne à ses décisions. Le premier, c'est lorsqu'il s'agit d'une erreur matérielle. Encore que, sur le plan de l'erreur matérielle, le juge ne touche que la forme et non le fond. Par exemple, si dans un arrêt, Matata a été condamné par 20 ans de prison et que dans la rédaction de l'arrêt, au lieu d'écrire 20 ans, on écrit 2 ans, donc il y a erreur matérielle, le juge peut le corriger. Deuxième mécanisme, c'est dans l'hypothèse d'interpréter son propre arrêt. Parce qu'un arrêt déjà rendu devient une source de droit pour les autres juges. C'est comme ça qu'on parle de la jurisprudence. C'est-à-dire si les autres juges dans un autre litige ont la difficulté d'interpréter ou de comprendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ces juges-là peuvent revenir vers la Cour pour que la Cour lui interprète son propre arrêt. Encore que ça, c'est encore une intervention de forme et non de fond. Chité. Et enfin, en 3, lorsqu'on parle des revirements jurisprudentiels, c'est là où nos amis de l'Union Sacrée ne le comprennent pas. Et je comprends. Il y a eu des juristes venant des universités périphériques qui les ont donné certaines intelligences à bloquer comme des récitations à l'école maternelle. Chité. Et ils les reproduisent comme tels. Les revirements jurisprudentiels, c'est une possibilité pour qu'un juge puisse se dédire de sa décision précédente. Mais pour que cela soit possible, il y a une condition. Et je le considère comme une fatalité. Une condition sine qua non. Il faut qu'il y ait 2 litiges différents, mais qui portent sur une même matière de droit. Ici, je vais donner plus des exemples pour qu'on soit bien compris. Les revirements jurisprudentiels seraient beaucoup plus tenables comme point de vue si, dans l'arrêt Kalouba, la Cour s'était déclarée incompétente et que plus tard, la même Cour poursuit un autre ancien Premier ministre, par exemple Tchibala, et pour Tchibala, Merci. la Cour se déclare Merci. compétente. Merci. Merci. C'est dans ce cas-là, le fait pour la Cour de se dédire au travers un nouveau dossier, ayant sur la même matière, parce que la même matière ici, c'est la compétence juridictionnelle de la Cour. Merci. La compétence Merci, monsieur Manix Yenda. personnelle de la Cour Merci. sur la personne. Merci. Je vous ai laissé suffisamment. Encore que je finis Calmez-vous. par, je finis par cet Calmez-vous. élément. S'il vous plaît, 30 secondes. S'il vous plaît, 30 secondes. Quand on parle de dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, je vais donner simplement un exemple. L'exemple de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound comme vice-président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, comme il était membre du bureau, s'il détourne l'argent destiné au fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il commet une infraction dans l'exercice de ses fonctions. Mais lorsque Jean-Marc Kabound, dans son cortège, il se permet de trouer le pneu d'un véhicule, il commet aussi l'infraction. Mais il commet cette infraction à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Parce qu'il trouve ses pneus tout en étant vice-président de l'Assemblée nationale, tout en nuisant de ses fonctions. Mais regardez alors ce que la Constitution dit.
La Constitution dit pour poursuivre les présidents de la République et les premiers ministres, première condition, il faut que le Parlement soit réuni en congrès. Encore que la Constitution poursuit. Si le président de la République ou le premier ministre est condamné d'office, ils perdraient leur fonction. Et cette déchéance des fonctions sera déclarée par la Cour constitutionnelle. Maintenant, qu'on nous dise, si Matata est condamné aujourd'hui, il va perdre quel type de fonction? Merci. Encore que l'article 17. Merci. L'article 19. Merci. Il faut laisser l'autre parler. Calmez-vous. Je sens que vous avez la matière. Donnez-moi l'autre photo. L'actuel président de la Cour constitutionnelle. Voilà. Monsieur Joël Kadindanga. J'aime parce que j'ai invité des têtes bien faites de mon pays. Il y a les étudiants qui sont à la maison, qui sont en train de vous suivre et en train de noter. Je vois des messages ici, les gens qui sont en train de réagir pour la qualité de ces débats. Est-ce l'actuel président de la Cour constitutionnelle ou la Cour actuelle est en train de marcher sur les lois de la République, charcuter même la Constitution, jette l'opprobre même sur cette Cour? Bon, d'abord, il faudrait que je m'arrête pour féliciter mon co-débatteur. Ok. Parce qu'au moins, peut-être le peu de temps que nous avons échangé pendant la pause lui ont permis de saisir ce que j'entends dans un débat, dans une émission. Ça j'admire, parce que de lui, j'ai appris. Ok. Vous comprenez? Et les étudiants qui sont de l'autre côté ont appris. Ils ont appris. Mais il a bien parlé, il a bien explicité à l'occasion et dans l'exercice. Ok. Mais je crois que c'est exactement parce que la Cour venait de dire, ce n'est pas que Matata reviendra devant. La Cour a rendu cet arrêt pour l'avenir. Parce que l'arrêt ne sera pas rétroactif. Il connaît la rétroactivité de la loi pénale. Ça ne sera pas Matata. Mais la Cour s'est remise dans l'ordre qui a été brisé par Kalouba. Ok. Et pour des raisons que je ne sais pas expliquer ici. Des raisons politiques, des raisons idéologiques, des raisons que je puis dire spirituelles. Malheureusement, je ne pourrais pas avoir des éléments matériels pour expliquer les raisons qui ont poussé Kalouba à agir de cette manière. Parce que Kalouba a piétiné le droit. Kalouba a piétiné la loi. Mais vous n'avez pas les éléments matériels, mais vous affirmez qu'il a... S'il vous plaît, non, par rapport... Non. Dans son explication en donnant le cas de Kabound. Kabound détourne l'argent destiné au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il est dans l'exercice de ses fonctions. Mais maintenant, Kabound trouve les plus encore que Kabound n'a jamais trouvé le trou. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Okay. Alors, dans la mesure où Kabound étant premier vice-président de l'Assemblée nationale, commet une infraction de droit commun. C'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Alors, reculons. On dit pour ceux qui ont suivi dans les réquisitoires, qu'est-ce que je dis, dans la feuille d'instruction du ministère public lorsqu'il a saisi la Cour constitutionnelle, il dit le Premier ministre 1 a commis l'infraction de détournement par les surfacturations. 2, il a violé la loi relative au marché public, comme je venais de le dire, que pour accorder le marché public, vous ne pouvez accorder le marché public qu'à une entreprise ayant justifié l'expertise dans les domaines. Le procureur général dit que Africom n'a pas cette expertise et qu'elle venait d'être créée 3 ans avant. Et le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle dit que établit un lien, donc conflit d'intérêts entre Matata et les messieurs d'Africom. Bon, alors, doit-on poursuivre qui? Monsieur Matata, Monsieur Kitebi et Kobler. Bon, merci beaucoup. Bon alors, on va suivre Matata. Cette infraction, il l'a commis quand? Quel est le moment de la cristallisation de l'infraction? Parce que la cristallisation de l'infraction nous pousse à calculer la durée. Qu'est-ce qui se passe? La prescription. La prescription, merci beaucoup. Alors, or, Matata, si les faits infractionnels sont établis, c'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en tant que Premier ministre. Et même, et à ce niveau-là, la Cour
constitutionnelle est compétente. Je préfère lire les articles. Pas de problème. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés ou pour les autres infractions de droit commun commises, 1. Dans l'exercice, souligné, ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices. Ça, c'est la Constitution. Et en français facile, c'est compris. Et à ce niveau ici, sans entrer dans le juridisme scientifique dont mon débatteur a fait preuve d'un niveau beaucoup plus excellent dans la maîtrise de la matière de droit. Mais techniquement, il a bien expliqué les choses. Mais à ce niveau-là, moi, j'ai besoin d'être disculpé. Okay. J'ai besoin d'être blanchi. La moindre chose, c'est quoi? C'est me présenter devant les juges. Ne pas y aller par les dilatoires. Parce que les dilatoires, lui, en tant que scientifique, il sait qu'on les soulève juste pour soit échapper aux poursuites ou à être jugé. Mais si vous sentez que Matata a peur de la justice, Matata ne veut pas établir son innocence. Or, il a des enfants, il a des petits-enfants. À qui, lorsqu'ils vont commencer, ah, papa n'a vu non mouibi. Oh, papa n'a vu non zaki mouibi. C'est ainsi que j'avais dit même dans la dernière législature, lorsque on convoquait un ministre, par exemple comme Moussoungaï, pour venir se justifier sur le ciment, ça ne sert à rien que la motion soit retirée. Messieurs, venez présenter vos moyens de défense. Et vous serez bien disculpés, vous serez rétablis. J'ai bien dit, ça ne sera pas les débats sur ce plateau qui va blanchir Matata. Parce que moi, je vous ai donné les faits qui font en sorte que le Premier ministre a détourné par des surfacturations. Il y a eu conflit d'intérêts. Il y a eu violation de la loi relative des marchés au marché public. Alors, qu'est-ce qui lui coûte? C'est un homme qui doit quand même, pour son honneur, se présenter même volontairement. Là, vous voulez le séduire dans sa langue. Non. Aurais-je été Matata, moi, je vous jure, aurais-je été Matata, moi, j'allais comparaître volontairement. J'allais appeler Kobler, j'allais appeler Kitebi. Venez, nous allons comparaître. Mais ça allait être bon si la justice n'était pas instrumentalisée. C'est là où il y a la crainte des Matata. Dites-moi à quel niveau la justice a été instrumentalisée si ce n'est pas la justice rendue par Kalouba. S'il vous plaît. Dites-moi, parce que même en français facile, on donnerait cette constitution à un enfant dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de ses fonctions. Et la Cour constitutionnelle a rétabli le droit en disant qu'elle est compétente pour juger le Premier ministre ou pour juger. On a poursuivi M. Tchibala, il l'a cité, dans le détournement par exemple des indemnités de sortie des membres de son cabinet. C'est pas possible. Il a été cité. Donc aujourd'hui, Tshisekedi peut, tel qu'il est la président de la République, se permettre sur la route, il tire sur vous, vous allez mourir et on ne va pas le poursuivre. Donc il n'aura aucun juge. Donc le Premier ministre Samalou Konde, donc il peut détourner comme il voudra. Donc il n'a pas de juge pour le poursuivre. Donc c'était un précédent fâcheux si les choses restaient dans cet état-là. Mais moi, je reviens vers mon grand frère Matata, dont mon ami en face. Son porte-parole. Porte-parole. En tout cas, moi j'aimerais entendre que la semaine prochaine, de la même manière qu'il avait abandonné ses charges chez le dictateur Alpha Condé, heureusement qu'il était venu avant, moi je crois. C'est pourquoi la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que s'il était resté chez les dictateurs où il est allé prêcher la bonne gouvernance, mais alors qu'il y avait la mauvaise gouvernance, je crois qu'il y serait resté. J'ai béni Dieu qu'il soit rentré pour comparaître, et moi j'aimerais que ce ne soit pas la presse qui va le blanchir, que ce ne soit pas les gesticulations des avocats dans plusieurs plateaux, mais j'aimerais que le Premier ministre Matata aille comparaître comme ça. Comment est-ce que a-t-il détourné ou pas? Parce que comment vous pouvez semer les maïs au Bandundu, une université va germer au Maniema. Merci, monsieur Joël Kadé Ndanga. On me fait signe, il nous reste 4 minutes. Alors, je vais vous donner... Donc la sécurité, on ne va pas parler dans l'Est. 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes. On chute sur ça parce que ce dossier nous a vraiment pris le temps. Bon. Et c'est toujours pour l'intérêt de la nation. Donnez-moi la photo où le chef de l'État est avec Kagame. J'aimerais bien avoir cette photo ici derrière.
Vous êtes sans ignorer que ces problèmes dérangent plus d'un. Il y a même la communauté internationale. Voilà. Nous avons conflit RDC-Rwanda. On en parle, mais la réunion de Luanda exige un cessez-le-feu à partir du 25 novembre à 18h, suivi du retrait du M23 qui doit retourner aux positions initiales. Si le M23 ne se retire pas, les chefs d'État de l'EAC vont autoriser l'usage de la force. Alors, je préfère ouvrir cette question avec vous, c'est également votre mot de la fin. Alors, pensez-vous qu'il faut aller sur le plan diplomatique, ou soit de la RDC a des ressources qu'il faut pour attaquer le M23, mettre les ennemis dehors, ou soit il faut compter seulement sur la diplomatie? Monsieur Delphin, excusez-moi, sur cette question de la sécurité, nous avons déjà émis nos points de vue. Le régime de Tshisekedi est un régime des incompétents, de gens qui n'arrivent pas à sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Et revenir à tout moment, je crois que c'est quand même fatigant. Laissez-moi finir sur certains éléments que j'ai entendus de mon co-débatteur au sujet de la Vous avez que 2 minutes, et puis lui va terminer les minutes. Je voudrais d'abord dire à mon co-débatteur, parce que c'est quand même un responsable, il est parent. Je ne pense pas que si votre enfant vous amène un devoir, s'agissant de répondre, si possible, s'aimer les maïs peut récolter l'université. Je ne sais pas comment, en tant que parent, vous pouvez expliquer à votre enfant un tel mécanisme. Ok. C'est-à-dire votre enfant qui vous demande, papa, est-ce possible de s'aimer les maïs et récolter l'université? Si vous êtes un parent responsable, je pense que c'est à ces moments-là que vous allez devenir rationnel et objectif. Okay. De deux, mon co-débatteur, vous devez savoir que la vie, le point de vue du ministère public ne lie pas le juge. Je vous ai dit que le ministère public avait formulé sa requête, mais le juge de la Cour a rejeté cette requête. Le ministère public peut demander un taux de peine à infliger à un prévenu et que le juge le rejette parce que le juge est souverain. De trois, je ne sais pas pourquoi on dit que Matata échappe à la justice. Alors qu'à 2 reprises, Matata a été à l'étranger sous l'appel de la justice congolaise. Matata est revenu pour répondre à l'appel de la justice. Je ne comprends pas ces contrastes-là. Comment on peut venir au pays pour répondre à l'appel de la justice et en même temps fuir la même justice? Joël Kadé dit on ne gagne pas les procès sur des plateaux. Non mais, eux ils pensent, il dit Matata peut se présenter de manière volontaire. Il dit que Matata peut appeler Kitebi. Pour son honneur quand même. Non mais ce n'est pas ça la justice. C'est comme ça que nos amis de l'Union sacrée ne comprennent même pas les valeurs de la justice. Lui il pense que la justice se fait sur base des imaginations. La justice se fait sur base de la loi. La justice se fait sur base des règles établies. Sur base des principes. Et je vais même vous citer quelques principes constitutionnels. 1 minute, chité. La Constitution dit, je commence par l'article 17. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans le forme que la loi prescrit. Ça, c'est l'article 19. Je m'en vais à ça, c'est l'article 17. Je m'en vais à l'article 19. L'article 19 dit... Vous savez que j'avais activé le chrono. L'article 19 dit... 4 minutes. L'article 19... Ouais, mais non, là, je suis dans un débat scientifique, vous m'embrouillez. Non, j'avais activé le chrono. Pas de problème, je vais vous donner le temps. L'article 19 dit nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. C'est-à-dire, ici, vous voulez condamner Matata, personne ne vous le refuse. Mais respectez quand même les procédures y afférentes. Respectez quand même la loi. Respectez quand même la Constitution. J'ai fini par cette proposition. Parce que nos amis n'ont aucune capacité de proposer par rapport à cette réalité. Okay. Vous savez, en droit, on dit les faits précèdent le droit. C'est-à-dire, il doit y avoir des événements, il doit y avoir des faits qui doivent inspirer les législateurs, les rédacteurs de la loi, pour qu'ils créent des réponses juridiques par rapport à un problème posé. Merci. Ici, c'est une question et occasion pour le Parlement congolais de retourner vers le Parlement pour nous légiférer une loi. Merci. Sur la poursuite des anciens présidents de la République et anciens
Premier ministre. Merci. À défaut de quoi? Merci, on monsieur violerait la Manix. Constitution. Merci. On violerait les lois de la République. Merci, au monsieur. nom d'un État de droit. Monsieur Manix Yenida. Le pays n'est pas géré comme l'UDPS. Calmez-vous, s'il vous plaît. Le pays n'est pas géré dans la tête de M. Tshisekedi. S'il vous plaît, calmez-vous. Le pays n'est pas géré par rapport au rythme politique de l'Union sacrée de la nation. Le pays est géré sur base des lois. Et respectons la loi. Merci. Alors, monsieur Joël Kadé, dans le même minute qu'il vient de faire, je vous les donne. Je vous les donne, monsieur Joël Kadé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Joël. Non, j'étais en train de... Pas de problème. Monsieur Joël Kadé, quoi comprendre de cette histoire, conflit Rwanda, RDC? Pensez-vous, il faut seulement rester sur le plan diplomatique parce que sur le plan de l'armement, même ce qu'on a acheté, c'est bloqué, donc c'est compliqué. Bon, très cher ami, j'aimerais pas revenir sur ce que mon co-débatteur a dit parce que il m'a pas rencontré lorsque j'ai évoqué la violation de la loi relative au marché public. Okay. Bon, cela étant, il s'est pourvoyé dans la technicité du droit. Bon, okay. Il est très subtil et intelligent, et j'ai compris. Par rapport à la question de l'Est, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les déclarations de Guterres, avec la dénonciation du gouvernement congolais à travers le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, que nous sommes victimes d'un complot. Ce complot, il est international et on ne voulait pas, les anglo-saxons particulièrement, ne voulaient pas qu'il y ait des États grands en Afrique. Ça avait commencé avec l'Algérie, et ça a suivi Mali, le Nigeria, le Soudan. On avait dit que dès qu'on va séparer les deux Soudans, il y aura la paix, mais c'était juste créer les micro-États qui seraient de temps à autre en conflit entre eux, et cela permettra aux multinationales, n'est-ce pas, de continuer à exploiter frauduleusement les matières premières. Donc c'est la première observation. Si vous pouvez lire mon travail de fin de cycle fini à l'université de Lubumbashi en 2001, donc nous étions arrivés à ces conclusions. Alors, pour ne pas revenir, parce que moi je n'aime même pas qu'on parle du M23, il faut parler de l'armée rwandaise qui a agressé notre pays. Okay. Et l'armée ougandaise qui ont agressé notre pays. Parce que l'agression de la République démocratique du Congo, malheureusement, vous avez mis ce sujet beaucoup plus important à la fin. La gestion, pour pas perdre du temps à parler des individus, a commencé depuis 1987 avec la prise du pouvoir par Kaguta Museveni en Ouganda, qui avait pris le pouvoir avec les réfugiés rwandais, et ils ont pris le pouvoir. À un moment donné, il s'est senti beaucoup plus encombré par les Rwandais. Ça a créé des frustrations au sein de l'armée parce que les hauts commandements étaient conduits par les militaires, les généraux, les officiers supérieurs, c'était des Rwandais. Et pour s'en débarrasser, il fallait qu'on attaque le Rwanda. On a attaqué le Rwanda, il y a eu le génocide. Kagame a sacrifié ses propres frères pour brandir ce génocide comme un fonds de commerce. Et il a réussi dans la vente de cela. Et en 1996, ils ont fait une armée. Donc dans cette armée-là, il y avait l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, l'Érythrée, même certains mercenaires éthiopiens, certains mercenaires kenyans, même les Tanzaniens étaient dans ça. Alors, moi, je ne pouvais pas attendre qu'à cet instant, on attende que ceux qui ont créé les problèmes dans notre pays puissent être ceux qui doivent apporter la solution. Parce qu'ils n'ont pas abandonné leur idée initiale qui était celle de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et j'ai dit que l'arrivée de la force de l'Afrique de l'Est pourra constituer vraiment un départ pour que le Congo soit effacé. Parce que je ne vois pas. Et vous avez vu, quand ils sont arrivés, ils vont aller à l'aéroport de Goma, au lieu d'aller au front, et vous attendez qu'ils donnent maintenant un délai, non, un cessez-le-feu. Je n'y crois pas. C'est ainsi que j'en ai fait appel au président de la République. Nous avons intérêt pour l'instant à mettre en place une industrie de la guerre. Okay. Et qu'on puisse construire une psychologie, laissez-moi finir vraiment l'idée là, qu'on puisse construire une psychologie de la guerre dans la population. Le président de la République peut se lever maintenant, comme Mzee Laurent Désiré Kabila l'avait fait, Didier Moumeng l'avait fait. J'ai demandé au ministre Mouyaya de mettre en place une politique de la communication de la guerre qui veut que nous puissions utiliser tous les moyens nécessaires dans une communication de la guerre.
Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine. Vous avez vu les mensonges que nous débitent France 24, RFI et tous les médias occidentaux. Il faudrait que... Et puis, moi, quand je vois le ministre Patrick Mouya accorder l'interview à ces médias ici, je me dis, nous sommes dans quel pays? Parce que ce sont ces gens qui nous ont agressés. Le Rwanda n'est que le petit poussin qui remplit la casserole dont la mer est dedans. Et donc, j'ai dit que le président de la République, on doit faire appel à nos chefs coutumiers. Nos chefs coutumiers, il y a 2 démarches à mener. La première démarche, que l'on revoie les accords qui avaient été conclus entre l'envoyé du roi de Belge, Stanley Ville, et nos chefs coutumiers. Et ils doivent, par un procédé traditionnel, un procédé coutumier, recadrer, revoir ce qu'ils avaient signé. Troisième élément, il faudrait qu'au niveau de l'ICASI, nous avons tout ce qui a mis fin à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, l'uranium de Chinkolobwe. Nous pouvons mettre en place nos techniciens, nos chimistes, nos physiciens, tous ceux qui sortent par exemple de ISTA et consorts, les consulter au niveau des ministères de la recherche scientifique, enseignement supérieur et universitaire, EPST et tous les autres ministres, créer des sous-commissions pour qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on peut faire. Parce que avec la diplomatie, tout simplement, on ne gagnera pas cette guerre. Merci. Parce que le Congo, Brackman l'a dit, je veux citer, Brackman l'a dit, nous n'avons pour amis que le Congo. Le Congo n'a pour ami que le Congo. Donc on ne peut pas compter sur l'Ouganda, on ne peut pas compter sur le Burundi. C'est ainsi que je demande au président de la République, à l'instant ici, de mettre en place les stratégies qui feront en sorte que tous les Congolais, parce que je ne vois pas, il n'y a jamais eu une seule armée au monde qui a vaincu la force publique congolaise. Donc le Rwanda, ce qui nous a beaucoup plus affligé avec la signature encore de la reconnaissance du territoire de Minembwe, dont les signataires, c'est le Premier ministre Matata Ponyo qui avait signé ce décret. Merci. Donc, je crois que nous, avec l'exfiltration de tous les Rwandais qui ont été nommés dans nos forces armées, dans la police, dans l'ANER, dès qu'on aura le moment de les exfiltrer, je ne vois pas les pays Rwandais nous battre. Même la France ne peut pas nous battre. Merci, M. Joël Kadé. M. Tati, donne-moi la photo, là, 30 secondes. Je place un mot. Moi-même, je place un mot. Je place un mot par rapport à cette situation. La photo du chef de l'État. 30 secondes, je place un mot. Voilà. J'aimerais sensibiliser tous les Congolais. Je pense, comme Mbosso l'avait dit, Nyon Suzalaka, théâtre, té. Alors, à ce moment ici, nous devons nous tous se souder. Parce que le chef de l'État ne dort pas. Le gouvernement congolais est au front plutôt pour chercher la solution par rapport à ces problèmes avec le M23, le Rwanda et autres. Si les négociations sur le plan diplomatique, les choses ne marchent pas, nous-mêmes, à l'interne, on peut s'organiser pour soutenir notre président et notre régime et le pouvoir de Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Parce que Laurent Désiré avait dit, Bozouata, les armes traditionnelles, une manière de mettre l'ennemi dehors. Si Kagame pense, avec les petits Rwandais là qui sont plus forts que des Congolais, nous disons, nous sommes un grand pays, on peut se prendre en charge. Une manière de terminer cette situation, même si la communauté internationale est en train de jouer le double jeu, nous, on peut déjouer leur jeu. Merci. C'était votre émission Duel sur la chaîne de la Maman Nationale avec M. Manix Yenda, porte-parole du LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Très piquant, très pertinent. Merci d'avoir répondu. Je continue à lancer le challenge que tout communicateur de l'Union sacrée capable pour un débat. Fumutoto, vous avez réclamé. Je suis prêt sur cette question de l'affaire Matata devant la justice. Merci. Également de l'autre côté, M. Joël Kadé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très piquant. Merci parce que vous avez donné de bonnes analyses. Non, je rejoins votre idée lorsque, vous savez, si le RCD n'a pas pu prendre Mbujimaï en 1999, c'est parce que les chefs coutumiers Kabinda avaient créé une sorte d'un lac. Donc, ils n'ont pas pu traverser. Je crois qu'il y a lieu que maintenant, là, on recourt même aux chefs coutumiers pour faire cette guerre ici avec les armes traditionnelles, tout que chacun. J'aimerais que le gouvernement soit bien fixe sur cette question-là. Il ne faudrait pas que vous avez dénoncé, la population se met sur la rue et vous commencez à vous rebiffer le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Merci. Je crois qu'on doit être ferme vis-à-vis de Kagame, à moins qu'on ait des relations particulières avec lui. Merci, M. Joël Kadé, analyste
politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. Et qu'elle a mis aussi à inviter les politiciens. Hein. Moi, je ne suis pas... Merci. Merci à la réalisation. À la réalisation, Monsieur Lazik à la main ingénieuse, avec Monsieur Philemon, à la régie finale, Monsieur Tati. Merci pour cette très belle réalisation. Derrière la caméra, Monsieur Eric et Monsieur Andric. Suivez la rediffusion sur la chaîne de la Maman Nationale à 22h. Cette émission, c'est chaque jour du lundi au vendredi. Restez fidèles à nos programmes. Une autre